Chapitre 12. Le stratomancien déambulait sur une longue couche rembourrée de plumes de divers volatiles et posée sur 2 traverses de bois. 4 esclaves transportaient ce palanquin à travers les nouvelles galeries de la mine dont il organisait l'exploitation. Il avait insisté pour que ce soit des hommes qui le portent. Toutes les autres espèces de ce monde l'inquiétaient. Après tout, elles n'auraient pas dû exister. Nombre d'entre elles étaient issues du folklore ou de légendes de l'humanité originelle. Cette réalité n'avait aucun sens. Les lois biologiques qui la régissaient étaient absurdes. Son régiment forçait les mineurs à remonter des chariots remplis de gravats depuis la cavité principale dans laquelle une cité naine avait été laissée à l'abandon. Les soldats du stratomancien surveillaient cette activité avec zèle. Ces porteurs progressaient dans une des galeries fraîchement creusées. À travers les parois légèrement translucides, les lueurs de nombreux artefacts se devinaient. Tandis que sa garde rapprochée punissait un esclave qui gênait le passage de sa couche, le stratomancien se perdit dans l'observation des reliques de son univers. Il les distinguait à travers l'ambre dans laquelle ces objets étaient emprisonnés. Qu'était cette planète ? Pourquoi ces strates contenaient-elles des technologies anciennes de la Terre ? Qu'est-ce que tout cela avait donc à voir avec le berceau de l'humanité, le monde d'origine d'où sa propre espèce avait émergé ? Les fusils qu'ils avaient extraits lui paraissaient authentiques. Était-ce la vraie Terre, celle de sa réalité ? Tant de questions sans réponse le rendaient nauséeux. Il ne disposait plus de son omniscience d'avant lorsqu'il était l'humanité du futur, celle qui s'était transcendée pour devenir Dieu. Sous cette forme limitée et imparfaite, il ne pouvait qu'échafauder des théories bancales et était malade de constater ses capacités de raisonnement ainsi restreintes. Tout ce qui l'entourait ne prenait sens que si on envisageait comme postulat de départ qu'il se trouvait dans un autre univers, une réalité régie par ses propres lois. Que ce simulacre de Terre soit une simple anomalie de son continuum espace-temps n'était pas une explication satisfaisante. De fait, là d'où il venait, rien ne pouvait échapper à son omniscience passée de déité. En découlaient plusieurs questions. Quelle dimension avait cette réalité ? Se cantonnait-elle à cette planète ? Le ciel possédait ses lunes et ses étoiles, bien que ça ne veuille rien dire. Peut-être était-ce des leurs ? Il y avait tant de choses illogiques en comparaison avec son univers d'origine, comme un contraire de là où il existait auparavant. La question qui le hantait depuis des décennies était la suivante. Qui avait créé cette réalité ? Il ne faisait aucun doute que ce devaient être des humains, des survivants de son épuration post-transcendance. La patte de l'homme se devinait partout et mêlait des éléments fictionnels et culturels tous plus irrationnels les uns que les autres dans un mélange indigeste, écœurant et vulgaire. Le plus probable semblait qu'une fraction de l'humanité de l'époque du grand schisme avait réussi à créer cet endroit et à s'y réfugier. Les suicidés s'étaient effacés d'eux-mêmes. Ils ne voyaient que les poétistes ou les créateurs pour commettre une telle stupidité. Si c'était bien eux, peut-être même les deux ensemble, qui étaient à l'origine de cette réalité alternative, où se cachaient-ils désormais ? Ils devaient bien se terrer quelque part. Ils aimaient la vie, la chérissaient. Il paraissait douteux à Dieu qu'ils fussent dissimulés parmi les vivants de ce monde. Il avait nourri des soupçons à propos de l'archange, au début, car on le disait existant depuis les origines. Toutefois, à force de le fréquenter et de constater l'incroyable méconnaissance de tout un tas de choses que le plus stupide des humains poétistes savait, Dieu avait estimé qu'il n'en était probablement pas un. Il restait toutefois à l'affût du moindre indice pouvant trahir ceux qu'il rencontrait. Dieu toussa. La poussière d'ambre mêlée aux effluves de sueur des esclaves qui creusaient pour son compte l'incommodait à chaque inspection. Il s'appliqua un mouchoir sur le nez. Il n'était qu'un frêle vieillard dans une réalité cruelle. Il s'en était bien tiré et il devait cela à son pouvoir. Les objets prisonniers dans les strates géomanciques, qui habituellement se désintégraient à l'air libre, non seulement demeuraient intacts lorsqu'ils se trouvaient à moins de quelques lieues de lui, mais redevenaient aussi capables de s'animer. Le reste du temps, il persistait à être inerte. C'était comme si le stratomancien déplaçait avec lui quelques-unes des lois physiques logiques qui régissaient son univers. De mémoire de l'Élysée, nul n'avait jamais fait usage d'un tel pouvoir. Dieu toussa à nouveau, ça faisait mal. Tout faisait souffrir lorsqu'on existait sous forme humaine. Il se sentait accablé par la seule gravité terrestre, sous cette forme qu'il avait auparavant aimé prendre dans son éther. Pire, Dieu avait vieilli depuis son arrivée, et cela l'angoissait. Il se devinait désormais mortel. En un claquement de doigts, l'humanité transcendée qu'il rassemblait dans sa personne pouvait disparaître, et peut-être était-ce la raison de sa présence ici. Peut-être cela expliquait l'existence de la porte qu'il avait franchie dans les terres. Sans doute s'agissait-il d'une contre-attaque des poétistes. Et cette mystérieuse fillette rousse qu'il avait attirée dans cet antévers devait faire partie de leurs complices. Il lui fallait à tout prix mettre la main sur elle,
Elle devait détenir des réponses à ces questions. Dieu avait encore un autre problème. Il devait sa survie et sa place dans la hiérarchie de l'Élysée à ses pouvoirs. Il se doutait que sitôt que l'archange n'aurait plus besoin de lui, sa vie serait en danger. Dieu avait donc élaboré un plan. Un messager le sortit de ses pensées. Grand stratomancien, l'archange effectue une revue. Il désire voir la forteresse qu'on est en train d'extraire. C'était probablement la meilleure trouvaille que ces prospecteurs d'ambre avaient faite. Le stratomancien grimaça à l'idée de remonter dans les marais de la surface. Les odeurs de ce monde le dégoûtaient où qu'il aille. Il le détestait. Les marais des Longes Putrides où campait toute l'armée de l'archange puaient toujours autant. Les soldats et prisonniers y étaient bien employés. Ils extrayaient en grand nombre des machines et toutes sortes de choses de la strate d'ambre, en utilisant les mines des nains laissées à l'abandon depuis 3 siècles. Ils avaient creusé incroyablement profond. Une légion de forgerons répondait aux fantasques commandes du stratomancien pour fabriquer des éléments qui servaient à réparer certains artefacts. D'autres manœuvres étaient embauchées pour démonter les plus abîmés des objets, dont les rouages et composants venaient remplir de pleines charrettes de pièces détachées. L'archange traversait tout cet immense chantier, escorté de sa garde personnelle. Dans celle-ci se trouvait le jeune humain qui avait connu la fillette rousse. Il s'arrêta un instant devant un gouffre creusé de mains d'esclaves dans une partie du marais asséché. Sur ses bords, une centaine d'énormes grues de bois, actionnées par des ogresses enchaînées, extirpaient du sol une colossale machine dans un mouvement synchronisé. « C'est une antiquité datant du XXVIIIe siècle !» expliqua le stratomancien en parvenant à son niveau. « À cette époque, les ressources se faisaient rares sur la planète où elle fut construite et les contours des États avaient commencé à devenir flous. » L'archange lui jeta un coup d'œil, mais le spectacle de toutes ces créatures qui œuvraient dans le but commun de déterrer cette immense machine le captivait. « À quoi sert cet engin, stratomancien ?»« C'est une forteresse mécanisée. Elle roule toute seule, possède de nombreux armements de défense et est presque invulnérable. Elle semble en bon état. » J'espère qu'elle est digne d'un tel déploiement d'énergie. « Soyez-en certains. Ce sera l'endroit le plus sûr du monde quand je l'aurai remis en route. Vous m'y trouverez à l'abri du danger, d'ailleurs. » Il faudra que vous m'expliquiez comment tout cela a pu atterrir dans le sous-sol de notre planète, stratomancien. J'aimerais le découvrir, archange. De même que je souhaiterais comprendre comment je suis arrivé ici. Il appuya sur ce dernier mot avec dégoût, tout en reniflant l'odeur des marais qu'il ne pouvait plus souffrir. « Si la mémoire vous revient un jour, vous aurez mon oreille attentive, stratomancien, » dit l'archange. Le vieil homme lui cachait des informations, il en était certain. Or, la magie ne marchait pas sur lui. Impossible de lire dans son esprit ce qu'il savait réellement. L'archange reprit. « En attendant de comprendre, je me satisferais que vous puissiez les faire fonctionner. » Merci. J'ai ouï dire pour votre sortilège de résurrection de masse, archange. C'est impressionnant. Il se murmure par contre que cette dernière prouesse vous a épuisé. Cette forteresse pourrait vous servir de refuge si vous le désirez. Paribole, je n'en ai pas besoin. Bien que légèrement affaibli, je reste le plus puissant de ce monde avec mon vieil ennemi, le magistère. Et pourtant, je ne ressens pas en votre présence la même aura irrationnelle qui d'habitude me fait frissonner. N'y aurait-il pas dans ces racontards un soupçon de vérité ? Le stratomancien entretenait de mauvaises fréquentations avec des hommes influents de la cour. D'après les espions de l'archange, il recevait de plus en plus. Le stratomancien est mon arme. Rien de plus, c'est un être très intelligent, maintenant que sa folie des débuts s'est apaisée. En revanche, c'est un lâche qui craint la moindre des douleurs. Il n'y a rien à redouter de lui, ce sont les autres qui m'inquiètent. Il faudra que je rappelle à certains qu'ourdir des complots dans mon dos est périlleux. Il nota antérieurement de prononcer une disgrâce prochainement, pour donner l'exemple. Agacé, l'archange le réprimanda sèchement. « Ne vous montrez pas insolent, stratomancien. Gardez cette forteresse pour vous y abriter. Vous avez plus à craindre que moi, vieillard. Où en êtes-vous avec le filon principal? Mes hommes s'impatientent. Il faut dire que camper dans des marais boueux et infestés de moustiques n'est pas bon pour le moral, sans compter que des miasmes commencent à se répandre. » « Des maladies? C'est affreux, L'archange réalisa sa bourde. Le stratomancien était angoissé par tout ce qui touchait sa santé. « Ne vous tracassez pas. Mes guérisseurs en connaissent les remèdes. » Il se garda toutefois de préciser que la solution employée pour éviter la propagation des foyers infectieux consistait à brûler les effets personnels des contaminés, ainsi que les patients eux-mêmes. Il était temps que les armées de l'Élysée quittent ces lieux.
Alors, ce filon? Nous aurons fini son exploitation dans une quinzaine de jours. Nous avons atteint une strate intéressante, bien plus que le filon principal de Terra Incognita. Je peux d'ores et déjà supposer que ça permettra de parachever l'équipement de ce régiment. On a découvert quelques nouvelles bouches de canon et même quelques machines à vapeur. On manquera sans doute de charbon pour alimenter tout ça. En Asia, nous en trouverons autant que nécessaire. Le nord en regorge. Continuez les préparatifs. Avez-vous besoin de renforts pour tenir vos délais? Tous les hommes que vous pourrez me donner me seront précieux. Avez-vous des nouvelles de la rouquine? demanda le stratomancien. Aucune. Nous tâcherons de remettre la main sur elle et sur l'objet que son petit groupe a déniché lorsque nous aurons installé notre tête de pont en Asia. Chaque chose en son temps. À quoi sert cet objet? Mêlez-vous de vos affaires. Trancha l'archange. Le stratomancien courba l'échine. Quand passerez-vous à l'attaque? Avant la fin du mois, nous serons en Asia. On parle à la cour d'une immense armada de jade qui ferait voile vers nous et contre laquelle aucune flotte, pas même la vôtre, ne saurait rivaliser. Comment pensez-vous réussir la traversée du fleuve océan? Cette flotte ne sera bientôt plus un problème. Le stratomancien grimaça. L'archange prit un ton rassurant. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que le voyage en bateau vous provoque le moins d'inconfort et de fatigue possible. Ce n'est pas ça qui me préoccupe le plus. C'est de me trouver au cœur d'une bataille. Cela m'effraie. Est-ce vraiment nécessaire? Indispensable. Sans votre présence, les artefacts cesseront de fonctionner. Vous n'aurez strictement rien à craindre. Vous serez en arrière des combats. En plus, mes espions en Asia m'ont informé que l'armée ennemie est totalement désorganisée, quasi inexistante. Et le magistère? S'il est aussi puissant qu'on le dit... Il n'attaquera pas avant que nous n'ayons conquis intégralement Shaham. Croyez-moi. Nous nous affrontons depuis 1000 ans. Ne commencez donc pas à somatiser je ne sais quel mal. 2, 3, 4, 5. Attends, tu peux prendre ton livre. Gafouille. Non, on a déjà mis dans la saison précédente. Attends, tu peux le mettre, tu peux directement prendre à ton lit. Je comprends même pas ce que tu dis, l'idée de remonter dans les marais de mouches. Oh, oups, pardon. Prendre une grosse tarte dans ma gueule. Le détester. Truite. Connard. Je calculais la distance. Ça a l'air d'être bon.